Le verdict. Franz Kafka. Une histoire pour mademoiselle Felice Bauer. C'était par un dimanche matin du printemps le plus beau. Georges Bendemann, un jeune négociant, était assis dans sa chambre, au premier étage d'une de ces maisons basses de construction légère qui s'alignaient tout le long du fleuve, ne se distinguant presque les unes des autres que par leur hauteur et leur couleur. Il venait de terminer une lettre qui s'adressait à un ami de jeunesse habitant à l'étranger. Il mit à la cacheter une lenteur enjouée, puis, le coude appuyé sur son bureau, il regarda par la fenêtre le fleuve, le pont, les coteaux de l'autre rive et leur vert tendre. Il songeait que cet ami, mécontent de ne pas faire son chemin chez lui, s'était littéralement enfui en Russie. Voilà des années déjà. Il gérait à présent une affaire à Saint-Pétersbourg, laquelle avait très bien démarré, mais paraissait stagner depuis déjà longtemps, comme cet ami le disait en s'en plaignant à l'occasion de ses visites toujours plus rares. Ainsi donc, il s'usait vainement au travail. Loin de son pays, sa barbe d'étranger cachait mal ce visage familier depuis l'enfance, dont le teint jaune paraissait trahir l'évolution d'une maladie. Il le disait lui-même, il n'avait pas vraiment de contact avec la colonie que constituaient là-bas ses compatriotes, mais ne fréquentait guère davantage les familles du pays et se préparait ainsi à demeurer définitivement célibataire. Que fallait-il écrire à un tel homme, qui s'était manifestement fourvoyé, qu'on pouvait plaindre mais non aider? Fallait-il peut-être lui conseiller de rentrer, de se refaire une existence ici, de renouer toutes les anciennes relations d'amitié, ce à quoi vraiment rien ne s'opposait, et, pour le reste, de faire fond sur l'aide de ses amis. Mais cela revenait tout bonnement à lui dire du même coup, en le blessant d'autant plus qu'on le ménagerait, que ses tentatives étaient jusque-là des échecs, qu'il devait y renoncer enfin, qu'il lui fallait revenir en se faisant regarder par tous avec les yeux ronds qu'on a pour qui revient définitivement, que seuls ses amis savaient y faire et que lui était un grand enfant qui n'avait qu'à les suivre, eux qui étaient restés et avaient réussi. Et puis, était-il même certain que tout le tourment qu'on serait obligé de lui infliger serve à quelque chose? Peut-être ne parviendrait-on même pas à le faire revenir. Il disait lui-même qu'il ne comprendrait plus les choses telles qu'elles se passaient ici, de sorte qu'il resterait alors malgré tout dans ce pays étranger, aigri par ses conseils et encore un peu plus coupé de ses amis. Mais s'il suivait le conseil pour de bon, et, non point par quelque malveillance, mais par la force des choses, se retrouvait au plus bas, si au milieu de ses amis ou sans eux, il ne parvenait pas à s'y retrouver, s'il en était mortifié et dès lors n'avait vraiment plus ni de patrie, ni d'amis, ne valait-il pas beaucoup mieux pour lui qu'il demeurât au loin comme il l'était? Pouvait-on imaginer, dans de telles conditions, qu'il fasse effectivement son chemin ici? Pour ces raisons, on ne pouvait pas, si l'on entendait continuer d'échanger avec lui quelques lettres, lui faire part de véritables nouvelles, telles qu'on ne craint pas d'en communiquer même aux plus lointaines relations. Cela faisait maintenant plus de 3 ans que cet ami n'était pas revenu dans son pays, et il expliquait le fait de façon très peu satisfaisante en invoquant la situation politique incertaine qui régnait en Russie, et qui, par conséquent, interdisait même la plus brève absence à un petit homme d'affaires, alors que des centaines de milliers de Russes couraient le monde tranquillement. Or, justement, au cours de ces 3 ans, beaucoup de choses avaient changé pour Georges. Du décès de la mère de Georges, survenu environ 2 ans plus tôt, et depuis lequel Georges cohabitait avec son vieux père, l'ami avait bien été informé encore, et il avait dans une lettre présenté ses condoléances avec une sécheresse qui ne pouvait tenir qu'à une chose, l'impossibilité totale d'imaginer de si loin l'affliction dans laquelle vous plonge un tel événement. Or, depuis ce moment-là, Georges avait marqué une plus grande résolution en toutes choses, et aussi dans ses affaires. Peut-être que du vivant de sa mère, son père, en entendant gérer l'affaire à son idée exclusivement, avait empêché Georges d'avoir une véritable activité propre. Peut-être que, tout en travaillant encore dans l'affaire, son père était plus en retrait depuis ce décès. Peut-être, et ceci était même très vraisemblable, que des hasards heureux jouaient là un rôle bien plus important. Mais en tout cas, au cours de ces 2 années, l'affaire avait connu une expansion tout à fait inattendue. Il avait fallu doubler les effectifs, le chiffre d'affaires avait quintuplé, et une nouvelle progression s'annonçait comme certaine. Mais l'ami ne soupçonnait nullement ce changement. Auparavant, et pour la dernière fois peut-être dans cette lettre de condoléances, il avait voulu persuader Georges de s'expatrier en Russie, et lui avait fait longuement valoir les perspectives qui s'offraient à Saint-Pétersbourg, précisément dans la branche qui était celle de Georges. Les chiffres étaient infimes par rapport au volume pris par les affaires de Georges. Mais celui-ci n'avait pas eu envie d'informer son ami de ses succès commerciaux.
Et s'il s'était maintenant rattrapé après coup, cela aurait vraiment paru étrange. Dans ses lettres à son ami, il se contentait donc d'évoquer uniquement des événements insignifiants, tels qu'ils s'amassent en désordre dans la mémoire lorsqu'on s'abandonne à ses réflexions par un calme dimanche. Il voulait tout simplement ne pas bouleverser l'image que pendant tout ce temps, son ami avait dû se faire de sa ville natale, et dont il s'était accommodé. C'est ainsi que, des fiançailles ayant été célébrées entre un jeune homme et une jeune fille qui leur étaient à tous deux aussi indifférents l'un que l'autre, Georges les avait annoncées à son ami 3 fois, dans des lettres écrites à d'assez longs intervalles, jusqu'à ce que tout de même, bien contre l'intention de Georges, l'ami commença à s'intéresser à cette curieuse affaire. Georges préférait de beaucoup lui écrire des choses de ce genre, plutôt que de lui avouer qu'il s'était lui-même fiancé, voilà un mois, avec une demoiselle Frida Brandenfeld, jeune fille qui était d'une famille aisée. Il parlait souvent à sa fiancée de cet ami et de la correspondance particulière qu'ils entretenaient. « Alors, il ne viendra sûrement pas à notre mariage, disait-elle, et j'ai pourtant le droit de connaître tous tes amis. »« Je ne veux pas le déranger, répondait Georges. Comprends-moi bien, il viendrait vraisemblablement, du moins je le crois, mais il ressentirait cela comme une contrainte et un préjudice. Il m'envierait peut-être, et il repartirait tout seul, mécontent et incapable de chasser jamais ce mécontentement. Tout seul, sais-tu ce que c'est? Oui, mais ne peut-il donc apprendre notre mariage d'une autre façon? Il est vrai que je ne peux pas empêcher cela, mais étant donné son mode de vie, c'est peu vraisemblable. Si tu as des amis pareils, Georges, tu n'aurais pas dû te fiancer du tout. Oui, c'est de notre faute à tous les deux, mais je ne voulais pas changer cela, même maintenant. Et l'entendant dire encore, le souffle court sous ses baisers, en fait, ça me vexe tout de même. Il estimait vraiment que cela ne ferait de mal à personne s'il écrivait la vérité à son ami. Je suis comme ça, et il doit me prendre tel que je suis, se disait-il. Je ne vais pas retailler mon caractère sur un patron qui convienne mieux à son amitié. Et de fait, dans la longue lettre qu'il lui écrivait ce dimanche matin, il lui annonçait en ces termes les fiançailles déjà célébrées. La meilleure nouvelle, je me la suis réservée pour conclure. Je me suis fiancé avec une demoiselle Frida Brandenfeld, une jeune fille qui est d'une famille aisée, qui est venue se fixer ici longtemps après ton départ, et dont je ne pense donc pas que tu puisses la connaître. L'occasion se présentera de t'en dire davantage sur ma fiancée. Pour aujourd'hui, sache seulement que je suis tout à fait heureux et que dans nos relations, il n'y a rien de changé, sinon qu'au lieu d'un ami ordinaire, tu auras en moi désormais un ami heureux. Tu trouveras de surcroît en ma fiancée, qui te salue cordialement et t'écrira sous peu elle-même, une amie sincère, ce qui pour un célibataire n'est pas sans importance. Je sais, toutes sortes de choses te retiennent de nous rendre visite. Mais mon mariage ne serait-il pas précisément la bonne occasion d'envoyer promener une bonne fois tous ces obstacles? Mais, quoi qu'il en soit, n'aie d'autre égard que d'agir à ta guise. Cette lettre à la main, Georges était resté longtemps assis à son bureau, le visage tourné vers la fenêtre. Un homme de sa connaissance, qui l'avait salué en passant dans la rue, avait à peine eu droit en réponse à un sourire absent. Pour finir, il glissa la lettre dans sa poche et, sortant de sa chambre, traversa un petit couloir pour pénétrer dans la chambre de son père, où il n'avait pas été depuis déjà des mois. Il n'avait d'ailleurs aucune nécessité de le faire, car il côtoyait constamment son père au siège de leur affaire. Ils prenaient de temps en temps leur repas de midi dans un restaurant, et si pour le dîner chacun faisait à son gré, ensuite en revanche, sauf cas le plus fréquent où Georges était avec des amis ou rendait à présent visite à sa fiancée, ils passaient encore un moment ensemble dans la grande pièce commune, chacun lisant son journal. Georges fut surpris que la chambre de son père fût si sombre par cette matinée ensoleillée. Ainsi donc, le haut mur qui se dressait de l'autre côté de la petite cour faisait une telle ombre. Son père était assis près de la fenêtre, dans un coin qui était décoré de divers souvenirs de la mère défunte, et lisait le journal, qu'il tenait de côté devant ses yeux, cherchant par là à compenser quelques faiblesses de sa vue. Sur la table se trouvaient les restes du petit déjeuner, dont il ne semblait pas avoir pris une grande quantité. « Ah, Georges !» lui dit son père en allant aussitôt vers lui. Sa lourde robe de chambre s'ouvrit comme il avançait, les extrémités en battaient autour de lui comme des ailes. « Mon père reste un géant, » se dit Georges. Puis il ajouta, « Il fait sombre ici, que c'est insupportable. »« Oui, c'est vrai qu'il fait sombre, » répondit son père. « Et tu as fermé la fenêtre ?»« Je préfère. Et il fait bien bon dehors, » dit Georges comme pour compléter son propos. Puis il s'assit. Son père débarrassa la vaisselle du petit déjeuner et la posa sur une commode. « Je voulais juste te dire, reprit Georges en suivant les gestes du vieil homme d'un air absorbé,
que finalement j'ai tout de même envoyé à Saint-Pétersbourg l'annonce de mes fiançailles. » Il tira de sa poche un bout de la lettre et l'y laissa retomber. « Comment ça, Saint-Pétersbourg » demanda le père. « Eh bien oui, à mon ami, » dit Georges en cherchant le regard de son père. Et il songea. Dans le travail, il est bien différent. Ici, quelle manière imposante de s'asseoir et de croiser les bras sur sa poitrine. « Oui, à ton ami, » dit le père d'une façon appuyée. « Tu sais bien, père, que je voulais d'abord lui cacher mes fiançailles, uniquement pour le ménager, c'était la seule raison. Tu sais toi-même qu'il a un caractère difficile. Je me disais qu'il pourrait sans doute apprendre mes fiançailles d'une autre façon. Encore qu'avec son mode de vie, ce ne fut guère vraisemblable, que je ne pouvais pas empêcher cela, mais qu'enfin, il ne fallait pas qu'il apprenne la nouvelle par moi. Et à présent, tu as de nouveau changé d'avis, demanda le père qui posa son grand journal sur le rebord de la fenêtre, et sur le journal ses lunettes, qu'il couvrit de sa main. Oui, j'ai changé d'avis. Si c'est un bon ami, me suis-je dit, alors mes fiançailles heureuses sont un bonheur pour lui aussi, et je n'ai donc plus hésité à les lui annoncer. Mais avant de poster la lettre, j'ai voulu te le dire. « Georges, » dit le père en étirant en largeur sa bouche édentée, « écoute-moi bien. Tu es venu me trouver à cause de cette histoire, afin que nous en parlions ensemble. Cela te fait honneur, sans aucun doute, mais cela ne compte pas, cela compte pour moins que rien, si maintenant tu ne me dis pas toute la vérité. Je ne veux pas remuer des choses qui n'ont rien à voir ici. Depuis la mort de cette chère maman, il s'est passé des choses qui ne sont pas très jolies. Peut-être le temps viendra-t-il d'en parler aussi, et peut-être viendra-t-il plus vite que nous le pensons. Dans notre affaire, bien des choses m'échappent. Peut-être ne me les cache-t-on pas, je ne suis pas en train de supposer qu'on me les cache. Je n'ai plus assez d'énergie, ma mémoire faiblit, je n'ai plus l'œil qu'il faudrait sur toutes ces choses. Ainsi va la nature, d'abord, et ensuite la mort de notre petite maman m'a beaucoup plus éprouvé que toi. Mais puisque nous nous arrêtons sur cette histoire, sur cette lettre, je t'en prie, Georges, ne me trompe pas. C'est une broutille, ça ne vaut même pas qu'on y perde sa salive, donc ne me trompe pas. As-tu vraiment cet ami à Saint-Pétersbourg ? Georges se leva, embarrassé. Laissons là mes amis. Serait-il un millier qu'ils ne remplaceraient pas pour moi mon père ? Sais-tu ce que je crois ? C'est que tu ne te ménages pas assez. Or, l'âge fait valoir ses droits. Tu m'es indispensable dans notre affaire, et tu le sais parfaitement. Mais si ça devait être une menace pour ta santé, je mettrais demain la clé sous la porte, définitivement. Cela ne va plus. Il faut que nous instaurions maintenant pour toi un autre mode de vie, mais de façon radicale. Tu es assis là dans l'obscurité, et au salon tu aurais une bonne lumière. Tu touches à peine à ton petit déjeuner au lieu de te restaurer correctement. Tu restes la fenêtre fermée et l'air te ferait tant de bien. Non, père. Je vais quérir le médecin et nous nous conformerons à ses prescriptions. Nous ferons l'échange de nos chambres, tu t'installeras dans la chambre de devant, et moi ici. Cela ne changera rien pour toi, toutes tes affaires te suivront. Mais tout cela peut attendre. Pour le moment, tu vas te recoucher un peu, tu as absolument besoin de te reposer. Viens, je vais t'aider à te déshabiller, tu vas voir, je sais faire. À moins que tu ne préfères aller tout de suite dans la chambre de devant, tu pourrais t'y mettre provisoirement dans mon lit. Ce serait du reste très raisonnable. Georges était debout tout près de son père, qui avait laissé tomber en avant sur sa poitrine sa tête aux cheveux blancs hirsutes. « Georges !» dit le père à voix basse sans bouger. Georges aussitôt s'agenouilla à ses pieds, et, dans le visage las de son père, il vit au coin des yeux les pupilles énormes rivées sur lui. « Tu n'as pas d'amis à Saint-Pétersbourg. Tu as toujours été un plaisantin, et même envers moi tu ne t'es pas réfréné. Comment me feras-tu croire que tu as justement un ami là-bas ? Je ne peux pas te croire. » « Mais réfléchis, père, rappelle-toi, » dit Georges en tirant son père de son fauteuil et en lui ôtant, passablement faible comme était tout de même le vieil homme, sa robe de chambre. « Cela va faire bientôt 3 ans. Mon ami nous a bien rendu visite. Je me rappelle encore que tu ne l'aimais pas particulièrement. À 2 reprises au moins, je t'ai répondu qu'il n'était pas là, alors qu'il était justement dans ma chambre. Je comprenais d'ailleurs fort bien ton aversion. Mon ami a ses singularités. Mais ensuite, il t'est aussi arrivé d'avoir avec lui des conversations tout à fait agréables. À l'époque, j'étais encore tellement fier que tu l'écoutes, l'approuves, l'interroges. Si tu réfléchis, tu ne peux pas ne pas te rappeler. Il racontait alors des histoires incroyables sur la révolution russe, que par exemple, lors d'un voyage d'affaires qui l'avait amené à Kiev, il avait vu dans une émeute un prêtre se tailler dans le creux de la main une grande croix qui saignait. Puis lever cette main et haranguer la foule. Tu as même à ton tour raconté cette histoire de temps à autre. Pendant ce temps,
Georges était parvenu à rasseoir son père et à lui retirer avec précaution le collant qu'il portait par-dessus ses caleçons de toile, ainsi que ses chaussettes. En voyant ce linge d'une propreté un peu douteuse, il se fit le reproche d'avoir négligé son père. Il eût sûrement été aussi de son devoir de veiller à ce que son père changeât de linge. Il n'avait pas encore explicitement parlé avec sa fiancée de la manière dont il entendait organiser l'avenir du père, car ils avaient tacitement admis qu'il demeurerait seul à son ancien domicile. Mais à ce moment, Georges résolut tout d'un coup de la façon la plus ferme de faire une place à son père dans son futur ménage. Car enfin, l'on avait presque le sentiment, en y regardant de près, que les soins qu'il s'agirait alors de lui prodiguer pourraient venir trop tard. Il prit son père dans ses bras et le porta sur le lit. Il eut une impression affreuse, le temps de faire ses quelques pas, en voyant que contre sa poitrine, son père jouait avec sa chaîne de montre. Il ne put pas tout de suite le poser sur le lit, tellement l'autre se cramponnait à cette chaîne. À peine fut-il au lit que tout parut aller bien. Il se couvrit lui-même, se tirant ensuite la couverture encore un peu plus haut sur les épaules. Il leva vers Georges un regard qui n'avait rien d'hostile. « N'est-ce pas que tu te souviens de lui maintenant ?» lui demanda Georges en hochant la tête pour l'encourager. « Est-ce qu'à présent je suis bien couvert ?» demanda le père comme s'il ne pouvait pas vérifier si ses pieds étaient assez couverts. « Ça te plaît bien d'être au lit, hein ?» dit Georges en arrangeant mieux les couvertures. « Suis-je bien couvert ?» demanda le père encore une fois, en semblant particulièrement attentif à la réponse. « Ne t'inquiète pas, tu es bien couvert. »« Non !» s'écria le père en enchaînant la réponse sur la question, en rejetant la couverture avec une telle force qu'elle plana un instant toute déployée, et en se dressant debout dans le lit, avec juste une main qui s'appuyait légèrement au plafond. « Tu voulais me recouvrir, je le sais, mon mignon, mais je ne suis pas encore recouvert. Et même si ce sont mes dernières forces, elles suffiront pour toi, elles seront trop pour toi. Oui, je connais ton ami, ce serait un fils selon mon cœur. C'est d'ailleurs pourquoi tu l'as trompé pendant toutes ces années. Pourquoi sinon? Crois-tu que je n'ai pas pleuré sur lui? C'est bien pourquoi tu t'enfermes dans ton bureau. Personne ne doit te déranger, le patron est occupé, uniquement pour pouvoir écrire les lettres fallacieuses que tu envoies en Russie. Mais heureusement, le père n'a besoin de personne pour apprendre à démasquer son fils. Quand tu as cru l'avoir écrasé, tellement écrasé que tu pourrais t'asseoir le derrière dessus et qu'il ne bougerait plus, alors monsieur mon fils a décidé de se marier. Georges leva les yeux vers l'image effrayante de son père. L'ami de Saint-Pétersbourg, que soudain son père connaissait si bien, l'émut comme jamais encore. Il le vit perdu dans la vaste Russie. Il le vit sur la porte de son magasin vide, pillé, parmi les rayonnages dévastés, les marchandises en morceaux, les lampes à gaz à arracher. C'est à peine s'il tenait encore debout. Pourquoi avait-il fallu qu'il parte si loin? « Mais regarde-moi » cria le père, et Georges accourut presque distraitement vers le lit, pour tout mieux saisir, mais s'immobilisa à mi-chemin. « C'est parce qu'elle a levé ses jupes, commença le père d'une voix flûtée, parce qu'elle a levé ses jupes, cette dinde répugnante. » Et pour illustrer son propos, il levait sa chemise si haut qu'on voyait sur sa cuisse la cicatrice datant de ses années de guerre. « Lever ses jupes comme ça, que tu lui as couru après. » Et pour pouvoir tranquillement satisfaire tes instincts avec elle, tu as profané la mémoire de notre mère, trahi l'ami et fourré ton père au lit pour qu'il ne puisse plus bouger. Mais peut-il bouger, oui ou non? Et il se tenait debout sans aucun appui et lançait les jambes en l'air. Il rayonnait de lucidité. Georges était debout dans un coin, aussi loin que possible de son père. Depuis un grand moment, il avait fermement résolu d'observer tout avec une parfaite précision, afin de ne pouvoir être surpris par quelque détour, par derrière ou d'en haut. À présent, il se rappela cette résolution depuis longtemps oubliée, et il l'oublia, comme on tire un fil trop court par le chat d'une aiguille. « Mais voilà, l'ami n'est tout de même pas trahi !» s'écria le père, soulignant son propos en faisant non de l'index. « J'étais son représentant ici, sur place. Comédien !» ne put s'empêcher de lancer Georges, qui comprit aussitôt que c'était une bourde, et, les yeux écarquillés, se mordit, mais trop tard, la langue si fort que la douleur le plia en deux. Oui, bien sûr que je jouais la comédie. La comédie, c'est le mot. Quelle autre consolation restait-il à un vieux père devenu veuf? Dis-moi, et le temps de répondre soit encore mon fils vivant. Que me restait-il, dans ma chambre sur cour, persécuté par un personnel déloyal, et vieux jusqu'à la moelle des os? Et mon fils s'en donnait à cœur joie de par le monde, concluait des affaires qui avaient été préparées par moi, et de plaisir faisait des galipettes, et passait devant son père avec le visage fermé d'un homme d'honneur. Crois-tu que je ne t'aurais pas aimé, moi, dont tu es sorti? Maintenant, il va se pencher en avant, songea Georges. S'il allait tomber et m'écraser. Ce mot lui fusa à travers la tête. Le père se pencha, mais ne tomba pas.
Georges ne s'approchant pas comme il l'avait attendu, il se redressa. « Reste où tu es, je n'ai pas besoin de toi. Tu penses avoir encore la force d'arriver jusqu'ici et t'arrêter seulement parce que tu le veux bien? Ne va pas te faire d'illusions, je suis encore le plus fort, et de beaucoup. Seul, peut-être aurais-je été contraint de reculer, mais il se trouve que ta mère m'a passé sa force, qu'avec ton ami je me suis magnifiquement allié, et que ta clientèle, je l'ai dans la poche, là !» Même à sa chemise il a des poches, se dit Georges, et il crut que par cette remarque il pourrait rendre son père ridicule devant tout le monde. Mais il ne pensa cela qu'un instant, car sans arrêt, il oubliait tout. « Tu n'as qu'à t'accrocher à ta fiancée et t'avancer un peu pour voir. Je la balayerai loin de toi sans que tu saches comment. » Georges faisait des grimaces montrant qu'il n'y croyait pas. Le père se contenta de hocher la tête pour confirmer la vérité de ses dires, en direction du coin où était Georges. « Comme tu m'as bien amusé, aujourd'hui encore, en venant me demander s'il fallait que tu parles de tes fiançailles dans ta lettre à ton ami. Mais il sait tout, imbécile, il sait tout. C'est moi qui lui ai écrit, voyons, puisque tu as oublié de m'ôter de quoi écrire. C'est pour cela qu'il ne vient plus depuis des années. Mais il sait tout 100 fois mieux que toi-même. Tes lettres, il les froisse de la main gauche, sans les avoir lues, tandis que de la main droite, il tient les miennes et les lit. Il brandissait d'enthousiasme son bras au-dessus de sa tête. Il sait tout 1000 fois mieux, s'écria-t-il. 10 000 fois mieux, dit Georges pour se railler de son père, mais le mot prit, dans sa bouche même, une résonance d'un sérieux terrible. Cela fait des années que je guettais le moment où tu viendrais me poser cette question. Crois-tu que je me préoccupe d'autre chose? Crois-tu que je lise les journaux? Regarde! Et il lança vers Georges une feuille de journal qui s'était retrouvée elle aussi dans le lit. Un journal ancien, avec un nom qui ne disait déjà plus rien à Georges. Comme tu as hésité longtemps avant d'être enfin mûr. Il a fallu que ta mère meure. Elle n'a pas pu vivre ce jour de joie. Ton ami dépérit dans sa Russie, il y a 3 ans qu'il était déjà jaune à jeter. Et moi, tu vois bien à quel point j'en suis. Tu as des yeux pour voir. Ainsi tu m'épiais, s'écria Georges. Sur le ton de la pitié, le père remarqua au passage. C'est sans doute cela que tu voulais dire tout à l'heure. Maintenant, ça tombe à plat. Puis il ajouta d'une voix plus forte. Tu sais donc maintenant ce qu'il y avait d'autre en dehors de toi. Jusque-là, tu ne savais rien que de toi. Tu étais au fond un enfant innocent, mais plus au fond encore, tu étais un être diabolique. Et sache-le donc, je te condamne à présent à la mort par noyade. » Georges se sentit projeté hors de la chambre, d'où il emporta encore dans ses oreilles le fracas que faisait derrière lui son père en s'effondrant sur le lit. Dans l'escalier, dont il dévala les marches comme un plan incliné, il bouscula la domestique, qui s'apprêtait à monter faire le ménage du matin. « D'où Jésus » cria-t-elle en se cachant le visage dans son tablier, mais Georges avait déjà disparu. Il déboucha du porche d'un seul bond, se sentit emporté de l'autre côté de la chaussée, vers l'eau. Déjà, il tenait solidement le parapet, comme un affamé tient sa nourriture. Il se lança par-dessus comme l'excellent athlète qu'il avait été dans ses jeunes années, pour la plus grande fierté de ses parents. Il se retint encore, de ses mains qui faiblissaient, guetta entre les barreaux du parapet l'arrivée d'un autobus qui couvrirait aisément le bruit de sa chute, s'écria à voix basse. « Chers parents, je vous ai pourtant toujours aimé. » Et se laissa tomber. À cet instant, la circulation sur le pont était un flot qui n'en finissait pas.